que ça marche? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? On va attendre de voir si ça fonctionne. Et ça y est, ça enregistre. Alors, je commence. Eh bien, donc je me représente. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Candice Chailloux. Je suis chargée de la valorisation du doctorat à UPFC et je suis accompagnée pour l'animation et la modération de cette soirée par ma collègue Nourane Bouznif, qui est chargée de mission réseau des alumni à UPFC. Vous nous avez sans doute déjà vu, déjà entendu, déjà écouté. On est ravis de vous accueillir ce soir, en fait, pour un after-work au format un petit peu particulier, peut-être que celui que vous connaissez habituellement, puisqu'on a un autre format d'after-work qui s'appelle Voix de docteur, qui présente des parcours professionnels de docteurs en emploi. Là, on est vraiment sur un autre format qui est plutôt un format d'information sur des événements, des dispositifs, des programmes qui nous semblent avoir du sens et qui peuvent aussi servir, puisque nous, notre objectif, c'est quand même de vous proposer des événements au service de votre carrière. Donc, ces dispositifs qui ont du sens pour votre projet personnel et professionnel. Donc, ce soir, on a eu envie de mettre en lumière des dispositifs qui sont intégrés dans le cadre du catalogue de formation doctorale transversale. Donc, ça a aussi effectivement un lien potentiel avec votre plan individuel de formation. Donc, des programmes autour de l'engagement solidaire pour la réussite des élèves. Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà engagés bénévolement dans des actions au service d'autres personnes, ont déjà eu pensé à le faire. Peut-être que certains sont plus avancés dans leur interrogation par rapport à ça. On avait vraiment envie, nous, de vous présenter ces deux dispositifs-là que je nomme tout de suite, qui sont le dispositif des cordées de la réussite et les actions de l'AFEV, qui est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Ce sont des dispositifs d'accompagnement, d'engagement solidaire qui visent vraiment à lutter contre les inégalités et à accompagner des élèves pour leur réussite, qu'elle soit scolaire ou autre, en fait, leur réussite dans la vie. Alors, je ne vais pas vous en parler parce que je pense que les personnes les mieux placées pour en parler, ce sont leurs coordinateurs que j'appelle à la barre des témoins. J'aime bien dire ça dans les afterwork. Je vous présente donc dans l'ordre alphabétique, je m'excuse, donc il n'y a pas de règles. Émeric Minuel, qui est délégué régional Bourgogne-Franche-Comté à la FEV. Bonsoir Émeric, merci de ta présence. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Laurent Bertrand, qui est référent académique des cordées de la réussite pour l'Académie de Besançon. Bonsoir Laurent et merci de ta présence également. Bonsoir à toutes et tous. Merci Candice pour la présentation. Alors, vous avez vu, il y a d'autres personnes sur la mosaïque de Teams. En fait, ce sont des témoins parce que là, on va bientôt laisser la parole à Laurent et Émeric pour vous présenter un petit peu plus en détail ce que revêtent ces dispositifs dont on vous parle. Mais à l'issue de leur présentation, on avait envie aussi de laisser la voix à des gens qui l'ont vécu de près, puisque ce sont soit des doctorants à l'époque qui étaient doctorants, qui peuvent être docteurs maintenant, qui ont expérimenté l'un ou l'autre de ces dispositifs, soit potentiellement des élèves. Émeric, peut-être tu m'avais dit qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui interviendrait. Oui, je comptais sur une jeune qui aurait pu être là, mais qui malheureusement ne sera pas avec nous. On verra, mais voilà, peut-être que tu donneras aussi ton regard au travers des discussions que tu as pu avoir avec elle. Nous avons aussi la présence d'un enseignant qui est étroitement impliqué notamment dans le dispositif des cordées de la réussite, qui est Laurent Desplanques. Donc, je vous remercie Audrey, Franck, Alex et Laurent qui êtes là pour le moment pour votre témoignage à venir. Et puis, voilà, je pense que je vais m'arrêter de parler parce que maintenant, c'est plutôt à nos invités de parler. Peut-être juste une petite précision. Vous avez vu qu'il y a un chat. Donc, à tout moment, on vous invite vraiment à vous exprimer sur ce chat, poser toutes vos questions. Vous avez vu, vous n'êtes pas très, très nombreux ce soir, donc profitez-en. Vous avez tous les intervenants pour vous tout seuls, presque. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez même poser vos questions en direct si on voit que les interventions sont assez égrenées. N'hésitez pas aussi à prendre la parole. On peut peut-être d'ailleurs même, si vous avez envie, faire un petit
un petit moment caméra où tout le monde se montre pour dire bonjour. Est-ce que ça vous tente d'activer vos caméras là pour qu'on voit qui est là? Est-ce que vous nous entendez? Pour bien voir que vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Ça fait plaisir. Et bienvenue, hein. Parce que souvent, on ne vous voit pas et c'est un peu frustrant aussi. Donc là, profitons du fait qu'on n'est pas très nombreux pour faire un petit coucou à la caméra. Super. Super. Et puis, du coup, on va profiter de ce moment-là. Nourane, je te laisse la parole. Juste avant de laisser la parole à nos invités, on avait une petite question à vous poser avec Nourane pour briser un peu la glace aussi. Oui, on va vous proposer une petite question interactive via WooClap juste avant de laisser la parole à Laurent et Aymeric. Je vais partager mon écran, vous allez voir, c'est très simple pour se connecter à WooClap. Comme on va parler ce soir d'accompagnement des élèves, on aimerait bien savoir ce que ça évoque pour vous, ce mot accompagnement. Alors, je vais partager mon écran et vous allez pouvoir participer en direct. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, c'est pour se connecter à WooClap. Donc, vous avez un petit lien WooClap que je vais vous remettre dans le chat. Vous pouvez également participer par SMS ou utiliser le QR code, le flasher pour vous connecter. Et puis, je vais lancer la question. Voilà, je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de flasher le QR code. Et voici la question. J'espère qu'elle s'affiche bien chez vous. En un mot, que vous évoque le mot accompagnement? Vous pouvez proposer plusieurs mots, mais voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu à quoi ça fait écho chez vous. Qu'est-ce que vous voyez derrière ce mot-là? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire accompagner des élèves? Alors, on a déjà quelques mots qui s'affichent. Aide, solidarité, soutenir, suivre, développement. Allez, on vous laisse encore peut-être 30 secondes pour proposer des mots. Et peut-être que sur ces mots, nos interlocuteurs, nos intervenants pourront peut-être rebondir dans le cadre de leur présentation. Ça vous évoque peut-être des choses, donc n'hésitez pas. Co-construction également. C'est déjà pas mal, hein? Oui, on va peut-être... un 8e mot, puis après on va peut-être s'arrêter là, puis passer la parole, mais en tout cas, ça vous inspire. Eh bien, commençons sur ces thématiques d'inspiration. Voilà, peut-être Laurent et Aymeric, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous partager ou une présentation, quelque chose, ou ça va être... Non, ok. Eh bien, alors, la parole vous est laissée. Je vous laisse débuter. Donc, Laurent Bertrand, référent académique des cordées de la réussite de l'Académie de Besançon, et Aymeric Minuel, délégué régional Bourgogne-Franche-Comté à la FEB. Dites-nous tout sur vos deux programmes. Alors, Aymeric, voilà, on va parler à deux voix. Donc, on voulait juste quand même vous dire que dans nos deux structures respectives, la mienne étant l'éducation nationale et puis celle d'Aymeric étant une association étudiante, donc la FEB, on a quand même une vocation et une volonté commune en fait d'agir. D'ailleurs, on travaille beaucoup ensemble. On est partenaires et néanmoins amis, voilà, sur ces sujets-là. Et notre volonté commune, elle s'exprime dans notre vocation à aider les jeunes à surmonter les inégalités sociales, les inégalités de genre, les inégalités culturelles, les inégalités géographiques où les jeunes se situent, pour briser l'autocensure qu'ils peuvent développer, pour essayer de briser leur plafond de verre et leur permettre effectivement d'ambitionner et de réussir dans des domaines soit qu'ils n'explorent pas, soit qu'ils s'interdisent. Et nos deux structures, voilà, et nos deux actions, nos deux activités, elles conduisent à ça. Je ne sais pas, Aymeric, si tu veux compléter, mais on est vraiment sur un sujet commun à ce niveau-là.
Oui, c'est ça. C'était vraiment important pour nous de commencer par vous présenter ce qui nous rassemble, finalement le pourquoi on agit. Vous verrez que dans le comment, il y a des rapprochements, des ressemblances importantes. Il y a aussi des différences notables, parce qu'on voilà, on s'adresse pas forcément aux mêmes jeunes, on n'intervient pas de la même façon. On vous présentera tout ça. C'était vraiment important pour nous de vous dire qu'on a ce même objectif, de lutter contre les inégalités, notamment éducatives, de faire en sorte que tous les jeunes puissent avoir un parcours de réussite, que ce soit les jeunes en grande difficulté, en risque de décrochage, ou des jeunes en réussite, mais qui s'interdiraient, pour plein de raisons, d'avoir telle ou telle orientation, d'aller en enseignement supérieur, etc. Voilà, c'est vraiment ce qui nous rassemble le plus. Tu veux commencer par présenter les cordées? Je présente comment tu... Comme tu veux, n'importe. Je peux y aller si tu veux, hein. C'est donc vraiment à grande ligne. Et puis, ce qui nous importera certainement, c'est que vous nous posiez des questions parce qu'on on va présenter des schémas assez généraux, mais derrière, il y a toute une organisation. Et puis, vous pouvez avoir envie de rentrer plus dans le détail, mais on vous laissera faire par vos questionnements. Donc, les cordées de la réussite, c'est un dispositif scolaire, hein, c'est un dispositif dans et pour l'école, c'est-à-dire que ça a été créé en 2008 en fait pour aider les jeunes des banlieues. C'était l'époque où les banlieues brûlaient entre guillemets et où on avait dit, le ministère avait dit, il faut qu'on aide les jeunes par de la discrimination positive à aller vers des grandes écoles. Hein. Et c'est à cette époque-là que les grandes écoles justement avaient ouvert leurs portes dans ce contexte-là. Ça a beaucoup évolué depuis, cette idée de discrimination positive, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur cette même philosophie, parce qu'on a eu en fait un regroupement avec un autre dispositif qui s'appelait les parcours d'excellence. Ce qu'il y a d'important à retenir dans ces cordées de la réussite aujourd'hui, c'est qu'on va essayer dans l'école de conduire des actions qui vont permettre aux élèves de la 4e à la terminale et même plus, au-delà, de surmonter ces chaînes, enfin, ou en tout cas de les briser, ces chaînes sociales, ces chaînes culturelles, ces chaînes, alors dans le mauvais sens du terme, hein, géographiques, qui les empêchent de se projeter dans la réussite. Donc vous avez des schémas très clairs en tête, hein, les filles et les métiers des sciences, on a le schéma de l'élève de l'éducation prioritaire qui a du mal à se projeter dans des études longues parce qu'il estime qu'il n'en aura pas les moyens, les finances, les capacités. Etc. Et donc, les cordées de la réussite vont être le lieu de proposition d'action, voilà, de manière très très concrète. Hein. Dans l'école, encore une fois de la 4e à la terminale, on va proposer des actions aux élèves pour les ouvrir culturellement, pour les aider à travailler leur projet d'orientation et d'insertion professionnelle, leur connaissance du monde économique et professionnel, et surtout les aider à développer et à se maintenir dans une ambition scolaire et professionnelle. On n'est pas sur de l'élitisme, on n'est plus sur, on repère des jeunes issus de quartiers prioritaires pour les amener vers des grandes écoles de manière discriminante. On peut travailler dans les cordées de la réussite pour des élèves de CAP qui ont une petite ambition, mais pour eux elle est grande, si vous voulez. C'est-à-dire l'ambition de réussir dans tel CAP, c'est une sacrée ambition. On peut travailler pour des élèves qui veulent faire un bac pro, pour des élèves qui veulent faire des écoles d'ingénieurs, pour des élèves qui veulent faire la fac, etc. Donc c'est de l'accompagnement de jeunes sur ces axes-là. Et parmi les actions qu'on leur propose, il y a du très concret. On les sorties au cinéma, sorties au musée. On peut avoir des actions qui sont des actions de renforcement disciplinaire, qui sont des actions de mise en lien entre des élèves, des étudiants, des lycéens, des collégiens, etc., pour développer leurs connaissances des formations. Et puis, on va aussi avoir des opérations de tutorat, et c'est à ce titre-là qu'on est là auprès de vous ce soir, des opérations de tutorat entre des étudiants des lycéens, des étudiants des collégiens, voilà, peu importe la cible. Juste un dernier point, mais après, voilà, je laisserai questionner ces éléments-là pour ne pas vous noyer dans l'info. Je vous ai dit que la cible, c'était effectivement de la 4e à la terminale, ça c'est notre cible privilégiée. On peut aussi avoir quelques étudiants qu'on va soutenir, par exemple des étudiants de BTS qui veulent poursuivre à l'université ou dans des écoles d'ingé. On a aussi 3 cibles prioritaires qui sont, que vous allez retrouver dans les accompagnements, hein, qui sont les jeunes issus de l'éducation prioritaire, les jeunes issus de la ruralité et les lycéens professionnels. Malgré tout,
tout jeune volontaire peut s'inscrire dans les cordées de la réussite. Et donc, on peut avoir des catégories sociales plus, des jeunes qui réussissent bien, mais qui ont besoin d'être soutenus pour aller encore plus loin. Donc, vous voyez, c'est très ouvert. C'est très ouvert. La dernière chose, c'est que c'est un dispositif interministériel. Donc, c'est bien que vous le sachiez, voilà, pour votre bonne information. Interministériel parce qu'il est porté par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, et par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui représente en fait le volet politique de la ville. Et là, c'est les préfectures qui sont impliquées. Alors, quand je vous dis que c'est interministériel, tout simplement, ça veut dire que ces 3 ministères donnent de l'argent au lycée et au collège pour faire des actions. Voilà, en fait, des enveloppes budgétaires. Voilà en résumé à grande ligne ce que sont les cordées de la réussite. Je te laisse la parole, Émeric. Puis on reviendra après sur les questions qu'il peut y avoir. Bon, je vais essayer d'être concis aussi. Effectivement, il y aura plein de manques, mais tant mieux. On pourra plus vite vous entendre et j'en suis impatient. Donc, la FEV, c'est une association nationale, donc une association loi 1901. On a un siège social à Paris et puis des antennes un petit peu partout en France. L'association a 30 ans et elle s'est créée pour favoriser l'engagement des jeunes étudiants. Dans cette conviction qu'on a une jeunesse étudiante qui a une envie d'engagement, mais qui souhaite que son engagement soit fortement et rapidement utile. Donc la destination de cet engagement, on l'a voulu au service de la lutte contre les inégalités et pour la réussite de tous les jeunes dans leur parcours, effectivement en parcours scolaire, mais aussi parcours de vie. Donc l'action qu'on porte le plus aujourd'hui, on fait pas mal de choses, mais ce pourquoi on est le plus connu et reconnu, c'est du mentorat. Alors, on pourra discuter des termes, je reviendrai moi sur accompagnement, parce qu'on a longtemps parlé d'accompagnement à la FEV, je pense que ça reste ce qu'on fait. Aujourd'hui, le terme qui s'impose un peu, c'est le mentorat. On a un principe très simple, quoi, de mise en lien d'un étudiant ou une étudiante avec un jeune pour l'aider dans ses difficultés. Et ce binôme va se voir 2 heures par semaine sur toute l'année scolaire. Les jeunes à qui on s'adresse sont sur un panel extrêmement large. On peut commencer dès la grande section maternelle, donc oui, très très tôt, sur des questions de découverte du livre, de la lecture, du vocabulaire par le jeu, de l'imaginaire, tout un tas de choses comme ça. Donc sur ce modèle de 2 heures par semaine, avec des sorties en médiathèque, etc. Des accompagnements pour des jeunes en école élémentaire, en collège. On peut travailler la confiance en soi, le rapport à l'apprentissage, le sens de l'apprentissage, l'orientation et le projet futur, ou aussi désacraliser l'importance de ce projet et des choix immuables qu'on peut faire à un moment donné, de parler de ce que c'est qu'être étudiant, au-delà de parler des études, par cette rencontre-là avec un étudiant, finalement, c'est quoi un étudiant et de se rendre compte pour un jeune collégien qu'un étudiant, ça lui ressemble pas mal finalement, qu'on peut avoir eu des difficultés au collège et malgré tout avoir eu le bac et puis être en études supérieures, que c'est pas réservé en fait à des élèves qui auraient été très très bons, mais que finalement ça peut s'adresser à tous. Et on peut aller jusqu'à accompagner des jeunes en lycée, voire en première année d'université, sur les premiers mois, pour des étudiants qui se sentiraient perdus en fait sur les premiers mois d'université. Donc là, mis en binôme avec des étudiants plus âgés, quoi, L3, master ou doctorants, pour faire en sorte que voilà, on puisse les accueillir sur un campus, sur une ville, et partager au-delà des questions très disciplinaires,
simplement où est-ce que je vais faire mes courses, où est-ce que je m'adresse quand j'ai un souci avec le Crous. Enfin, je sais pas, les petits conseils qui font qu'à un moment donné, on peut réussir ou rater ces 2 premiers mois qui sont déterminants pour le reste des études. Voilà, je vais m'en arrêter là sur le principe. On a une présence en Bourgogne-Franche-Comté assez récente. On est arrivé à Besançon et à Dijon en 2017. On vient d'ouvrir des actions à Montbéliard. Donc certains d'entre vous, certaines ne nous ont pas vu si vous avez été sur ces campus quand vous étiez en licence. Maintenant, depuis le premier confinement, on est un peu plus visible parce que l'université de Franche-Comté envoie beaucoup nos mails. Donc je pense que vous savez au moins un petit peu ce que je suis en train de vous raconter. J'espère que c'est pas trop envahissant tous ces mails. Et on a de fait pendant le premier confinement passé tous les accompagnements à distance. Et on a aujourd'hui maintenant des binômes qui continuent à distance. On porte cette action de mentorat à distance aussi avec des étudiants sur des villes où on n'est pas présent physiquement, pour des jeunes sur des villes où on n'est pas présent physiquement. Et donc, on a des binômes d'étudiants qui sont à l'étranger, en Erasmus, à Reykjavik, à Berlin ou à New York, et qui accompagnent des jeunes en Moselle, à Nevers, enfin voilà. Donc, voilà pour le principe. Je m'en arrête là parce qu'on aura des échanges avec des gens qui se sont engagés, qui ont porté cette action. Voilà, je reviendrai tout à l'heure dans les échanges sur l'accompagnement, sur la posture, sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que dès à présent, il y aurait des questions que vous vous poseriez et que vous aimeriez poser à nos deux intervenants? N'hésitez pas, hein. Le chat est fait pour ça, ou bien même une petite levée de main et une prise de parole en public si vous le sentez, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, pas de questions dans le chat, mais ne soyez pas timides, hein, n'hésitez pas. Après, on peut aussi peut-être poser des questions parce que vous savez que nous, on n'aime pas les blancs. Avec Nouran et nos interlocuteurs, on avait préparé aussi des petites questions à vous poser. Julie. Julie a levé la main. Eh bien, on lui donne la parole. N'hésitez pas, Julie, à vous faire connaître, à activer votre caméra et votre micro si vous voulez poser votre question en direct live. Oui, bien sûr, je vais poser ma question du coup comme ça. Je voulais savoir concernant les binômes, est-ce que c'est plus de préférence une personne qui souhaiterait faire plus tard le même parcours que nous ou c'est vraiment aléatoire? Je me permets, Laurent, et puis ensuite tu répondras peut-être pour les cordées. Je pense qu'on aura la même réponse, mais on va voir. En fait, nous, c'est aléatoire. Pour être très franc, on essaye de pas forcer une rencontre entre deux personnes par rapport à justement ce projet. Maintenant, parce qu'en réalité, souvent, il est vraiment à construire et ce qu'on vise, c'est surtout le partage de ce que c'est être étudiant et d'ouvrir le champ de réflexion du jeune. Maintenant, si en réalité, on sait que le jeune a une idée très très claire, qu'il a vraiment besoin d'être accompagné dans ce projet-là, bon bah oui, en fait, on va prendre ce point comme appui. Mais en réalité, ça se trouve très rarement. Voilà. Donc c'est oui, mais non, mais ça dépend. Oui, pour compléter en fait cette logique de binôme, en fait, elle est très variable. En fait, elle dépend de votre volonté à vous, côté doctorant, master, enfin étudiant, et de la demande en face. C'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes qui sont sur des accompagnements plus individuels. Alors sur les cordées de la réussite, particulièrement. Par contre, on peut avoir des demandes d'accompagnement de groupe, hein, c'est-à-dire d'accompagnement de 5, 6 jeunes ou plus, 10, mais je crois qu'il y a des gens des collègues qui pourront en témoigner. Donc en fait, le format est modulable, mais par contre, on essaie de tenir compte de vos volontés, voilà, et de là où vous vous sentez à l'aise. Voilà, ça c'est un dialogue à engager avec les établissements. Je l'ai pas dit tout à l'heure,
j'en profite pour le rajouter, mais je représente aujourd'hui, enfin ce soir, à la fois l'Académie de Dijon et l'Académie de Besançon. Mon collègue de Dijon, en fait, avec qui je suis en lien, ne pouvait pas être là ce soir. Mais le territoire d'intervention reste les deux académies. Et donc là aussi, il n'y a rien d'imposé. On ne vous enverra pas à Saint-Claude si vous n'avez pas envie dans le Jura, si vous n'avez pas envie d'aller à Saint-Claude dans le Jura, même virtuellement. On répond en fait aux situations et aux mises en correspondance en essayant de satisfaire les deux partenaires, les deux parties. Y a-t-il d'autres questions concernant... Ah, Franck. Franck, n'hésite pas à prendre la parole. Voilà, je vous remercie déjà pour toutes ces informations, également par rapport à l'association des corvées de la réussite. En fait, ma question va plus dans le sens de l'activité, comme vous avez parlé du mentorat et du tutorat. Je veux plus savoir la différence que vous faites entre les deux, parce que, bon, je me suis dit, si c'est un groupe d'étudiants, par exemple 4 personnes qu'il faudrait suivre, est-ce que là, on parle toujours du tutorat ou bien c'est le mentorat? Bon, pour moi, je me dis que le mentorat, ça va peut-être prendre un peu plus, ça va demander un peu plus de temps, une semaine, une année entière, suivre une personne. Voilà. Pour la question du tutorat ou mentorat, Oui. pour être très honnête, c'est un mot qu'on utilise. Les cordées parlent de tutorat, la FEF parle de mentorat, mais dans le fond, on est assez d'accord sur la même chose. D'accord. En fait, on parle là d'un mode d'intervention qui en France est relativement peu défini et sur lequel le terme ne s'impose pas aujourd'hui. On va pouvoir parler de parrainage, on va pouvoir parler de... Donc, ce qui nous rassemble, c'est le fait qu'en fait, on est dans une démarche d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment important. On est sur une durée d'accompagnement et quand les cordées parlent de tutorat, quand nous on parle de mentorat, on est sur une relation individuelle. Maintenant, on a effectivement dans les cordées aussi des actions collectives possibles. Je ne sais pas si Laurent, tu veux... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Émeric. En fait, on ne sait pas définir la distinction entre tutorat et mentorat. Peut-être que dans la typologie d'action qu'on peut proposer, alors c'est peut-être plus ciblé sur les cordées de la réussite, on peut essayer de distinguer ce qui serait plus de l'ordre du tutorat que du mentorat. Alors pour un exemple très concret, quand on vous demande en tant que doctorant d'accompagner un petit groupe d'élèves plutôt sur des aspects disciplinaires, c'est-à-dire un petit peu de faire du soutien en maths, en lettres, parce que ça peut se faire comme ça, on est vraiment beaucoup plus sur une optique de tuteur, de tuteur disciplinaire. Par contre, quand on vous demande par votre statut d'étudiant, de doctorant, de montrer le chemin, si vous voulez, un petit peu de la réussite, de parler de vos études, de comment ça se déroule, enfin, des études de doctorant, d'où vous venez, comment vous avez fait, ce que vous avez fait, on glisse peut-être vers la notion de mentor. Voilà, de mentor étudiant. Mais encore une fois, vous voyez, là, je dis des choses qui peuvent être démenties aussi voilà, très, très facilement. Mais on va avoir une grande variété d'actions possibles sur les cordées de la réussite. Voilà, accompagnement disciplinaire, travail sur l'estime de soi, travail sur les représentations de la formation supérieure, travail sur la projection dans une typologie de formation. Ben tiens, qu'est-ce que c'est que les métiers d'ingénieur? Il y a plein de choses à travailler et à faire, et ça va dépendre en fait des attentes de vos capacités à prendre en charge ces dimensions-là et de la demande en face des établissements scolaires et surtout des élèves. Une autre question, si vous le permettez. Donc, toutes ces activités se font pendant la période scolaire, si je comprends bien. Alors là effectivement, on a deux formats variables. Alors, variables qui peuvent se distinguer. C'est-à-dire que les cordées de la réussite sont plutôt organisées sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'on a une semaine d'école. Il y a un lien de l'étudiant-tuteur qui est avec l'équipe éducative, avec voilà, la structure établissement, donc le proviseur ou le principal de collège, les équipes éducatives, l'élève, et un peu moins les familles, mais il faut y aller, il faut glisser vers ça. Et ça se passe plutôt sur le temps scolaire. Après, si on fait rentrer du distanciel dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement aussi via des outils de communication à distance,
On peut imaginer que l'accompagnement se fasse aussi en fin d'après-midi, que l'accompagnement se fasse le mercredi après-midi ou que l'accompagnement se fasse le samedi matin. C'est pas interdit, mais c'est pas c'est moins le principe de base. Après, là, je repasse la main du coup à Émeric, qui est là où il y a un format différent. Oui, justement, chez nous, c'est pas dans le temps scolaire. C'est le soir, c'est le mercredi après-midi, c'est le week-end, c'est quand le jeune est chez lui. L'intervention se fait soit en distanciel, soit à domicile. On est vraiment sur l'année scolaire. On essaie de commencer le plus tôt possible dans l'année et d'aller jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, s'il y a des échanges pendant les grandes vacances scolaires, bon voilà, c'est possible si le binôme se sent bien, s'entend bien. Mais sinon, on est donc sur la période de l'année scolaire, mais sur des temps dans la semaine extrascolaire. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question. En fait, vous avez montré la variété des types d'activités qui peuvent être proposées aux élèves. Ça, c'est quelque chose qui, par exemple, un doctorant qui souhaite s'engager dans l'un ou l'autre de vos dispositifs va manifester ses appétences, ses motivations, les choses qu'il souhaiterait plus faire que d'autres. Et ensuite, en fonction de ça, vous allez trouver l'élève ou le groupe d'élèves ou le projet sur lequel l'orienter. C'est comme ça que ça se passe concrètement sur un peu le matching entre les différents acteurs. Pour ma part, sur les cordées, il faut que ça se passe comme ça, effectivement, parce que en fait, on va avoir une forme de contractualisation entre l'établissement scolaire et l'étudiant tuteur, où on va cocher en fait des activités. Si l'étudiant tuteur dit non, cette activité-là, je ne me sens pas à même de la porter, je serai meilleur ailleurs. On fera en sorte pour que ça se fasse comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura ce lien entre l'académie, l'établissement, l'étudiant tuteur qui pourra se faire. On est sur des petits volumes ici, hein, vous voyez, donc on peut faire sur quelque chose d'assez resserré à ce niveau-là. Et il faut que ça s'engage sur cette forme de contractualisation entre les besoins et la volonté de l'étudiant, les besoins et la volonté de l'établissement scolaire et de ses élèves, pour qu'on arrive à ajuster en fait au mieux. On ne force pas, voilà. On ne va pas forcer l'accompagnement disciplinaire, par exemple en anglais, si l'étudiant tuteur ne se sent pas capable de faire de l'accompagnement disciplinaire en anglais. Voilà. Je vais avoir une réponse qui va être différente selon l'âge du jeune, en fait, accompagné. La grande majorité des jeunes qu'on accompagne présentent à peu près tous les mêmes besoins au fond, d'être accompagnés pour prendre confiance en eux. La majorité des jeunes qu'on accompagne à la FEV sont orientés vers nous, surtout parce qu'ils sont, sinon en décrochage, en tout cas en risque de décrochage futur. Ils sont quand même en fragilité, même très jeunes. Et donc, les actions qui vont être faites avec eux seront à peu près toujours les mêmes, peu importe le jeune qu'on accompagne. C'est surtout dans la rencontre avec le jeune qu'on va voir vers où on va pouvoir aller. Donc, finalement, pour des jeunes, je veux dire, avant la troisième, quoi, on va proposer plus aux étudiants d'accompagner quelqu'un selon le lieu d'habitation, le trajet à faire pour l'étudiant. Faire en sorte que l'étudiant ait le moins de trajet à faire pour pouvoir s'y rendre. Et c'est à peu près tout, le seul critère qu'on va vraiment prendre. Passé la troisième et au lycée, on sait que les demandes en termes scolaires qui pourront être formulées seront plus compliquées si on se sent mal à l'aise avec une matière en particulier. Pour tout étudiant qui a eu le bac, même si on n'est pas très à l'aise en maths, un jeune de 5e qui a des difficultés en maths, on arrivera à retrouver avec le jeune où on peut avoir les réponses, le cours, et réexpliquer. Quelqu'un qui a été fâché avec les maths, avec un élève de première, on va mettre l'étudiant en difficulté. Et là, c'est pas une bonne. Voilà. Donc là, on va. Si l'étudiant nous dit, moi, je souhaiterais accompagner plutôt un lycéen, on va aussi voir sur quelle matière, s'il s'agit d'accompagnement disciplinaire, sur quelles peuvent être ses appétences, etc. En réalité, de manière générale, on essaye d'avoir le moins de critères possible pour créer la rencontre. D'une part parce que
très vite, on n'arrive pas à trouver, à ce que ça matche avec un autre jeune, quoi. Parce si on a trop de critères, on n'y arrive pas. Donc vraiment, c'est à quel moment ils sont dispo, est-ce qu'ils peuvent se voir, et si oui, ben voilà, c'est parti. Et l'autre raison, c'est que souvent, en forçant une rencontre, parce qu'on s'est dit, bah, tiens, ils ont l'air d'avoir les mêmes passions, et donc ça peut marcher, et ben ça marche pas forcément. Par contre, des rencontres tout à fait inattendues peuvent permettre à chacun d'apprendre de l'autre. Et donc voilà, on va laisser aussi beaucoup de chance au hasard finalement dans cette rencontre. Donc majoritairement, on ne va pas trop le faire, mais on va surtout être vigilant et ne pas mettre l'étudiant en difficulté sur des questions disciplinaires. C'est vraiment ça, pour nous, l'important. Très bien. Eh ben, on parlait de cette expérience. On va bientôt laisser la parole à nos témoins. Et on salue Marion qui a laissé un petit message sur le chat, qui est une autre témoin qu'on n'a pas salué tout à l'heure et qui va bientôt intervenir. Peut-être avant de laisser la parole à nos témoins, avec Nourane, on s'était posé la question justement en fait de cette participation. Nourane, ça te dirait qu'on demande à nos participants combien d'étudiants par an s'engagent? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Allez, on part sur une deuxième question WooClap. Je vais vous remettre le petit lien dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que là, vous allez en avoir un petit aperçu, un petit florilège de gens qui se sont engagés. Mais à votre avis, combien il y a de personnes qui s'engagent sur l'académie? Alors, je repartage mon sur écran. ces deux programmes. Hop. Alors, on dit l'académie, mais je crois que c'est l'académie de Besançon, hein, c'est ça. Vraiment là. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, il faut que je partage mon écran. Tac. Et voilà. J'espère que ça apparaît bien chez vous. Les propositions, est-ce que vous les voyez de votre côté? Donc, normalement, vous avez 4 propositions. 300 étudiants, 500, 700 ou 900. Donc, on parle bien des deux dispositifs confondus. Hein. Donc, chaque année, AFEV et combien Corday. d'étudiants s'engagent dans les dispositifs dont on vient de parler? Voilà, c'est pour savoir si vous avez un petit peu un ordre d'idée. Ah, vous êtes à peu près... ouais, voilà, vous êtes tous... c'est très partagé, hein. On vous laisse encore quelques secondes pour voter. Préférence pour la première. Sachant que la bonne réponse ne s'affiche pas en couleur, voilà, ça sera à Laurent et Émeric peut-être de donner la bonne réponse, s'ils la connaissent. Donc, ça penche plutôt pour les 300. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on demande la réponse à nos intervenants? Ouh là là, Ouais, 300, je pense que 300 oui, là. on va pouvoir donner la bonne réponse. Alors, Émeric, Laurent? Alors, on est sur un chiffre, donc chaque année. Hein. Enfin, Ouais, et là, on a bien additionné l'AFEV et les Cordées. Donc, si vous et sur connaissez l'académie chacun de Besançon. vos chiffres. On pourra détailler tous ces chiffres. À nos deux dispositifs, chaque année, on a 700 étudiants qui s'engagent voilà, sur l'académie de Besançon. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, à la FEV, on a cette année 850 bénévoles étudiants. Et je pense que les Cordées, alors Laurent, je ne sais pas si tu as en tête un chiffre sur la grande région académique, mais du coup, j'imagine qu'on a à peu près doublé. On double à peu près, en fait, hein, le format de Besançon, donc on est à peu près à 700 sur les deux académies. Et c'est un chiffre qui ne cesse de croître. Je ne sais pas pour les Cordées, d'ailleurs, Laurent, si tu as une vision de ça, mais étant donné que les Cordées se sont fortement développées cette dernière année, d'ailleurs, j'imagine que c'est le cas. À la FEV, on est arrivé en 2017, donc il n'y avait pas beaucoup d'étudiants engagés quand on a commencé notre première année. On avait 60 bénévoles. Je salue Marion, d'ailleurs, qui était une des premières. Et en tout cas pour Besançon. On a eu 60 bénévoles sur Besançon, une centaine l'année suivante.
Ça n'a cessé de croître. On va être à 280 sur Besançon même et sur l'académie, voilà, 350 là. Ça ne cesse d'augmenter et je tiens à le dire surtout sur cette période post-confinement répétitif. Et j'espère que c'est vraiment post, on verra bien. Je le dis parce que vraiment, on a eu un nombre d'étudiants engagés sur cette période très difficile qui était incroyable, qui n'a jamais été égalé. Voilà, partout en France, les étudiants se sont engagés. Alors, chez nous, on le sait, mais ailleurs aussi. Donc voilà, c'est pour moi vraiment important d'appuyer là-dessus parce que on a une image de la jeunesse étudiante individualiste, plus solidaire, voilà. Et puis là, on a une image de la jeunesse étudiante en grande fragilité. Ça a été très dur, c'est toujours très dur économiquement, socialement, etc. Et c'est vrai, c'est dur, mais on ne dit pas à quel point c'est une ressource. Donc voilà, juste, je vous le dis à vous parce que c'est vous les seuls étudiants là présents, mais voilà, merci parce que c'est fort. Enfin, voilà. Moi, ça m'a porté. Moralement, ça a été extrêmement fort pendant cette période. Et donc, ça ne cesse de croître. Eh ben, Et je me tais. c'est une très bonne nouvelle. On espère que ça va continuer de croître. Et on peut dire merci dès à présent à nos témoins que je vais interroger, puisque eux-mêmes se sont engagés il y a 1, 2, 3 ans dans l'un ou l'autre de vos dispositifs. Alors, de la même manière, Laurent a commencé à parler des cordées. Peut-être on va commencer par un focus auprès de nos témoins sur les cordées de la réussite. Je vais peut-être, alors vraiment, j'ai pas de. Je commence par la première personne que je vois sur ma mosaïque, donc Franck de Croze. Bonjour Franck, merci d'être là. Donc toi, tu as fait partie à un moment des cordées de la réussite. On a envie de t'interroger un petit peu sur ton vécu, peut-être sur l'avant, sur le pendant et sur l'après. Pourquoi déjà tu t'es engagé en fait dans les cordées de la réussite? Toi, tu étais donc doctorant en SPIM, c'est ça? Sciences sciences pour l'ingénieur et microtechnique. Voilà, sciences pour l'ingénieur et microtechnique à l'UTBM. Tu pourras le redire, hein, n'hésite pas. L'idée, c'est que en 5 minutes, tu puisses nous détailler un petit peu pourquoi tu t'es engagé, concrètement les activités que tu as pu mener dans le cadre de cet engagement en cordée de la réussite, comment ça s'est passé, quels étaient les interlocuteurs, le ou les élèves que tu as accompagnés, les activités que tu leur as proposées, combien de temps ça a duré, quelle était la compatibilité aussi avec comment tu as réussi à conjuguer ton doctorat, puisque tu étais doctorant à l'époque, et cette activité-là. Et puis, un petit peu de ton ressenti personnel de cette expérience, mais aussi un petit peu avec le recul, comment tu pourrais en parler, potentiellement les bénéfices que ça t'a apporté, etc. Donc, en 5 minutes, tout ça, si tu peux nous en parler. Merci, Franck. Bonsoir tout le monde, du coup. Donc, moi, je m'appelle Franck de Croze et en fait, j'ai fait ce dispositif, là, les cordées de la réussite, en l'année scolaire 2017-2018. Et moi, si je me suis engagé, c'est pour le côté altruiste, civique, ouais, tout ce qui est un peu civisme. J'aime bien l'enseignement aussi. Bon, là, au moins, je m'y suis un petit peu essayé dans le cadre de cette intervention-là. Et moi, j'aime bien apprendre sur moi-même aussi, apprendre sur les autres. Enfin, je suis quelqu'un de très ouvert. Donc, vous allez voir, ça va se ressentir de toute façon dans la description que je vais en faire. Donc après, donc moi, je vous parlais de l'année scolaire. Donc effectivement, nous, ça s'est mis en place en novembre-décembre. On a eu les premières réunions avec la référente du lycée, par exemple. Et on a commencé vraiment que les actions de tutorat ou vous appelez ça comme vous voulez, mentorat ou autre, à partir du mois de mars. On n'était pas encore tout à fait organisé en fait. Je crois en février, on était encore en train de se poser un peu des questions sur l'organisation des groupes, par exemple. Et puis après, il y a tout ce qui est vacances, etc. aussi qui vient dans le planning. Principalement, j'ai fait de l'aide aux devoirs, c'est-à-dire que on y allait en fait tous les 15 jours. Donc à partir de mars, on y est vraiment allé tous les 15 jours. On a eu 9
on était 2 à intervenir dans ce dispositif sur ce lycée, donc sur Belfort, hein, parce que moi je suis sur Belfort. Et donc on nous a dit, pour vous 2 doctorants, il y a 9 lycéens, lycéennes de seconde à aider. Donc c'était des secondes pro et générales et technologiques. C'était un petit peu mélangé. En fait, il y a quelque chose qui est très important, je reviendrai sûrement dessus après, mais c'est qu'avec la doctorante avec qui j'ai fait ce dispositif, on s'est tout de suite entendu pour fonctionner ensemble. Donc on a mis en commun nos 9 lycéens, lycéennes, et on les a divisés en groupes, et il y en avait qui étaient convoqués, on va dire, de 12 à 13, et les autres de 13 à 14, ou quelque chose comme ça, en fait. Parce que tout simplement, c'est pas possible, hein, juste en avoir 9, même quand on est 2, ça fonctionne pas très bien. Enfin, ça fait vraiment beaucoup. Donc principalement, on avait voilà, de l'aide aux devoirs sur les pauses déjeuner. Et donc, comme je vous dis, on y allait tous les 15 jours. Et en fait, c'était inclus dans la mission, hein, de base. Il y avait une aide à l'orientation aussi. Nous, on nous a donné tout un dossier quand on est arrivé dans le dispositif des cordées. Et donc, il y a l'aide aux devoirs, l'aide à l'orientation, et puis une visite aussi à organiser pour les aider sur leur orientation professionnelle. Enfin, au moins une, en fait. Parmi ces heures dédiées aux aides aux devoirs, ben, effectivement, c'est arrivé qu'il y ait une ou deux personnes qui avaient des questions sur leur orientation professionnelle. Et donc, effectivement, on prenait 20 minutes, une demi-heure, voire l'heure tout entière si ça leur convenait. Enfin, c'était comme les lycéens voulaient, en fait, quand ils étaient en train de discuter avec nous. Et on essayait de les aider du mieux qu'on pouvait. Et en fait, l'idée étant de dire, quand on peut pas, que ben, voilà, on ne peut pas aider, ou qu'on ne sait pas, et de réorienter, parce qu'effectivement, c'est sûrement ce qui est de plus utile à faire. Mais bon, généralement, on s'est quand même senti très à l'aise avec la doctorante pour ce qui était d'orienter et d'aider, en fait. Donc on était on appréhendait un petit peu, mais ça va, ça s'est quand même relativement bien passé. Et donc voilà pour l'émission. Ouais. Par rapport à ton ressenti de l'expérience, etc., comment tu l'as vécu? Tu dis voilà, que tu te sentais à l'aise, que c'était riche, Oui, mais en fait, du coup, il y a plusieurs choses. Donc, c'est vraiment extrêmement riche. Moi, ce que je vous ai dit, c'est important. On s'est tout de suite entendu avec la doctorante avec qui je l'ai fait et avec qui je faisais ce dispositif, et on a pu décupler comme ça beaucoup de choses par rapport à comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on divise les groupes, et être complémentaire, en fait, quand ça passait pas forcément bien avec un lycéen, une lycéenne, que l'autre vienne et que l'autre essaye, et des fois ça passe mieux avec quelqu'un d'autre, et on apprend beaucoup comme ça. Il y a autre chose aussi en fait, ce qui est vraiment bien avec ce dispositif, enfin, ça peut être vraiment, pour moi, c'était un avantage, ça peut être aussi un inconvénient, c'est le fait que ce soit très libre. Et ça, enfin, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que si ça vous convient, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Moi, je vous ai dit, on a organisé une visite sur l'orientation professionnelle. Mais après, il y a aussi, en parallèle de ce dispositif-là, on s'est inclus dans un groupe qui s'appelle les Amis de la pédagogie. Alors ça, c'est à l'UTBM, c'est des gens c'est des profs, en fait, qui réfléchissent sur la pédagogie, qui nous ont donné beaucoup de conseils. Et ça, en fait, ça a permis de décupler vraiment comment est-ce qu'on peut enseigner, ou même gérer un groupe pas forcément de lycéens, mais gérer un groupe de gens qui sont en train d'apprendre, en fait. Et parmi les conseils, il y avait, j'en prends un comme ça, c'est juste le fait de bien définir la position qu'on a, nous, en tant que doctorant, alors tuteur ou mentor, ce que vous voulez. Mais en fait, c'est vrai que la mission telle qu'elle est des coordonnées de la réussite, elle est très large. On va vous dire, vous pouvez faire plein de choses. Vous ne les faites pas si vous ne vous sentez pas de les faire, comme l'a dit Laurent Bertrand. Moi, je suis totalement d'accord. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Si ça n'allait pas, on ne m'a pas du tout forcé à le faire. Mais ouais, voilà, si vous prenez, si vous êtes à l'aise et que vous aimez un peu tenter les expériences
il y a vraiment moyen d'apprendre beaucoup et d'en faire profiter les gens autour de vous, en fait. Et donc, bon, ça prend du temps et de l'énergie, mais au final, pour moi, c'est quelque chose de très formateur. Et ben forcément, pour l'enseignement, bon, c'est un peu évident ce qu'on y gagne, parce que quand vous êtes au contact de plusieurs personnes avec des profils aussi hétéroclites, de gens potentiellement ou en difficulté, ou alors qui sont aussi dans la réussite, mais qui s'interdisent certaines choses mentalement, ben, vous apprenez vraiment beaucoup sur comment leur faire voir les choses, et vous apprenez aussi sur vous-même. Vous apprenez à vous remettre en question, à vous adapter, à sortir des sentiers battus, etc. Peut-être même faire des fois organiser des cours, des trucs vraiment plus spontanés, mais il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Et puis, je crois que j'ai fini, en fait. C'est parfait, Franck. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, une expérience riche. Et tu me disais aussi que tu avais gagné aussi en réseau. Voilà, que ça t'avait fait rencontrer quand même du monde aussi. Ça peut être aussi un moyen de sortir un petit peu la tête du guidon de sa thèse. Mais ça, peut-être, on pourra y revenir. Peut-être que là, je vais demander à Alex. Alors, je suis toujours super mal à l'aise pour prononcer ton nom, Alex. Je vais te laisser te présenter, Alex, si tu es toujours avec nous. Voilà. Donc, Alex, toi, tu as également fait partie on va dire, de l'ancienne version des Cordées de la réussite, c'est ça, hein, qui s'appelait les parcours d'excellence, c'est ça, Laurent? Et du coup, toi, tu as une expérience qui est un petit peu différente de celle de Franck. C'est intéressant de les mettre en regard, donc je te laisse la parole de la même manière en 5 petites minutes. Moi, j'étais avec la FEB. Ah, c'était avec la FEB. Alors, bon, bah. Parle-nous de la FEB parce que je t'ai donné la parole, donc c'est bien. On va parler de la FEB. C'est une expérience du coup assez différente qui peut être mise en regard de celle de Franck. Voilà. Ouais, c'est ça. Si on prend un peu point par point, tranquillement les choses, comment elles sont venues, j'ai été contacter la FEV parce que j'avais envie, moi, de mon côté, de faire de l'enseignement, en plus de ma mission en tant que doctorant, en fait, avec la mission d'enseignement qui est disponible pour ceux qui sont en contrat doctoral, je veux dire. Parce que moi, je suis un passionné d'enseignement, j'adore ça, j'essaye d'en faire dès que je peux, et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que, en dehors de tout cursus associatif, j'essaye de donner des cours particuliers un peu régulièrement, parce que, voilà, j'adore ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, ça c'est pour le contexte, j'ai contacté la FEV parce que il y a une notion quand même derrière l'enseignement qui est l'enseignement individuel, en tout cas, qui est assez insidieuse, qui est que, comme à peu près n'importe quel étudiant peut y avoir peut-être songé une fois dans sa vie, donner des cours particuliers, forcément, toutes les familles ne peuvent pas se le payer, en fait, ça. Et moi, je vais centrer ma réaction là-dessus, parce que j'ai participé, en fait, au cursus de la FEV, vraiment dans le but de faire de l'enseignement plus qu'un accompagnement d'insertion sociale ou de, comme on disait, sortie au cinéma tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai contacté la FEV, pour être mis en relation avec un ou plusieurs jeunes. Hein, ça, j'avais pas d'a priori là-dessus, n'importe. Enfin, pas du tout. Justement, dans le but de les aider, ces jeunes qui peuvent ne pas avoir du tout les moyens, que ce soit dû à une famille pauvre, ou tout simplement parce que c'est une famille de réfugiés, parce que ça arrive. Et je suis notamment tombé avec des gens, j'étais mis en relation avec des gens qui étaient réfugiés d'Afrique du Nord, qui ont fui une guerre civile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, moi, au milieu de cette famille-là, vraiment, j'ai rencontré des gens adorables. Et en plus, c'est tombé quelques mois avant le Covid, en fait, avant le premier confinement. Donc, voilà, je me suis engagé pour ça, et puis j'ai eu mon lot de surprises, parce qu'avec le Covid, forcément, il a fallu tout organiser, il a fallu s'organiser vraiment pour faire quelque chose de bien et de concret aussi pour ce jeune, parce que forcément, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas se rencontrer, tout ça. On s'était rencontrés un peu en amont, avant que tout ça commence.
Donc là, toute cette histoire de pandémie commence, mais après, il a fallu s'adapter, il a fallu s'organiser. Ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant ma thèse, j'ai eu une thèse un peu olé, hein, on va dire. Tout s'est pas passé comme prévu. Donc du coup, j'avais pas forcément le temps de passer 2 heures par semaine. Pardon? Tu étais en quelle discipline? Ou tu es en quelle discipline? Oui. Alors, moi je suis en thèse de chimie. Je fais une thèse de chimie à l'Université de Bourgogne à Dijon. Voilà. Et bon, mes résultats n'ont pas été dans le sens espéré, même pas du tout. Donc du coup, c'était une des conditions que j'avais, malheureusement, quand j'ai contacté la FEF, qui était, j'ai pas le temps je ne peux pas m'engager à faire 2 heures par semaine. Je vais faire au moins 1 heure, mais je vais faire ce que je peux. En gros, c'était un peu l'idée. Je vais faire 1 heure par semaine au minimum, mais je ne peux pas m'engager à faire 2 heures, et donc un accompagnement un peu plus d'insertion sociale, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai ciblé sur l'enseignement, parce qu'on peut délimiter des horaires. Bref, ça c'est autre chose. Mais voilà. Du coup, quand tout a commencé au niveau Covid, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un tableau blanc, des feutres, et puis vas-y, hein, depuis mon canapé, je lui ai fait cours tous les dimanches. Voilà. Parce que il fallait bien qu'il ait son bac, en fait, tout simplement. Moi, sur mon ressenti perso à moi, c'était déjà important parce qu'il en va de mon ambition d'enseignant, entre guillemets. Et après, derrière, il y avait aussi une question d'engagement qui était super importante avec un jeune qui avait des attentes, qui avait besoin d'aide et qui ne pouvait pas se payer une autre aide parce que il avait un contexte familial qui était quand même assez compliqué. Ils m'ont expliqué rapidement, c'est difficile d'être réfugié quand même à un moment donné. On ne se rend pas forcément compte de cette mesure-là. Et c'est vrai que moi, derrière mon ordi, derrière ma caméra, j'ai essayé de faire au mieux pour qu'il puisse et rendre ses DM et comprendre ses cours. Et bon, il parlait bien français, donc du coup, ça avait quand même une dimension beaucoup plus simple, parce que malheureusement, toutes les familles de réfugiés n'ont pas un niveau de français qui soit vraiment très, très important. Donc voilà, là-dessus, moi, j'ai pu orienter entre guillemets, mon enseignement plus facilement par rapport à ses besoins et ses attentes. Mais voilà. Donc, en fait, ça, c'est vraiment sur la notion de l'engagement de ma part. Je pense qu'il faut aider un peu les laisser pour compte, quel que soit quel que soit le milieu social duquel ils viennent, en fait, parce que malheureusement, malgré toutes les actions qui existent et que notamment nos deux intervenants du départ, Laurent et Émeric, nous ont bien parlé de tout ça. Hein. Malgré toutes les actions qui existent, malheureusement, il manque en fait du personnel sur le terrain pour venir apporter ce soutien à toutes ces familles qui en ont besoin. Et voilà, c'est pour ça que moi, je me suis engagé là-dedans. Et tu me disais, Alex, que tu étais encore en contact. Donc éthiquement, c'est important. Ouais, pardon, il y a un petit décalage entre, à mon avis, ce qu'on entend, ce que tu entends de nous. Mais ouais. Je voulais te demander du coup, parce que l'issue de cet engagement, tu disais que tu accompagnais un terminal réfugié. Est-ce qu'il a eu son bac au final et est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Ouais, effectivement, il a eu son bac. Hein. Je suis toujours en contact avec lui régulièrement. On parle. Il est en fac de musicologie. Il fait ses études tranquillement et il fait son truc, quoi. Il fait son chemin. Et ouais, moi, je l'aidais vraiment en maths et en physique-chimie à la base et il a fini par avoir son bac et tout s'est bien passé. C'était compliqué, mais tout s'est bien passé. Eh bien, félicitations, merci pour ce témoignage. Peut-être qu'il y aura des questions qui te seront posées par la suite. On va peut-être passer à un autre témoignage. Je vois que le temps tourne. Je suis toujours un petit peu la maîtresse du temps. Peut-être du coup, là, je vais peut-être donner la parole à un enseignant. Du coup, l'enseignant qui est venu témoigner pour nous des cordées de la réussite. Bonjour Laurent. Alors, un autre Laurent Desplanques. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez, vous? On vous entend très, très bien. Donc, n'hésitez pas. Alors, vous, de votre côté, quel ressenti, quel témoignage vous pourriez nous faire du dispositif des cordées de la réussite et peut-être nous resituer un peu
comment vous vous placez dans ce long dispositif qui est une chaîne un peu humaine, en fait, au service de la réussite des élèves? Alors bonsoir à tous. D'abord, je suis ravi d'avoir résolu une de mes grandes angoisses existentielles du moment sur le tutorat, le mentorat et le parrainage. On voit bien en fait que tout ça se mélange assez rapidement quand on est dans des expérimentations de terrain. Les dénominations doivent sûrement servir à quelque chose, mais sur le terrain, voilà, la distinction est compliquée entre le partage d'expérience, la méthodologie, la capacité qu'ont les étudiants à ouvrir l'esprit des élèves. Moi, je travaille avec des collégiens. Je travaille au collège Vauban à Belfort. Je suis référent cordé pour le collège et puis je suis missionné par Laurent Bertrand, que je remercie pour sa confiance, pour essayer de dynamiser un peu les cordées sur le Nord-Franche-Comté. Voilà, donc ça c'est ma fonction. Moi je suis entré dans le dispositif par les parcours d'excellence. J'animais un atelier de philosophie au collège Vauban et sur le travail justement sur la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça m'intéressait et puis j'ai été contacté ensuite pour développer ça et puis maintenant les parcours sont devenus les cordées, enfin tout ça a fusionné. En ce qui concerne le tutorat directement, alors je vais vous faire part de 3 expériences de façon très synthétique, hein. L'une des expériences a été le tutorat d'un étudiant de Sciences Po à Lille dans le cadre du PEI, Sciences Po Lille, qui en plus en 2019 était en train de faire ses études à Londres. Et donc il a fait sur toute l'année scolaire un tutorat avec un groupe d'élèves qui ont participé au PEI Sciences Po Lille. En visio, en permanence, et ça a été très enrichissant pour les étudiants qui sont allés d'ailleurs présenter leur projet là seulement en octobre de cette année à cause de la situation sanitaire, et ils ont pu aller visiter les locaux de Sciences Po Lille. Donc, je pense qu'en termes d'ouverture d'esprit et surtout de possibilités d'ouvrir des possibles, pardon, je crois vraiment que leur expérience là a été extrêmement positive. Autre forme de tutorat depuis 2 ou 3 ans avec l'UTBM, notamment, alors la première année, ça a été assez classique avec une présentation des parcours, etc. Et puis l'année dernière, les 2 étudiantes qui sont venues faire le tutorat au collège avec un groupe d'une dizaine de collégiens, que des filles, ont vraiment proposé un projet global, c'est-à-dire la conception, la réalisation et la production d'un objet. Avec alors l'année précédente la participation à la journée ingénieur, le défi ingénieur, je crois que ça s'appelait comme ça, et cette année c'était la visite du Crunch Lab de Belfort. Donc un projet assez global mené par les étudiantes, alors au cours duquel voilà, elles faisaient à la fois du tutorat, de la méthodologie, du mentorat, etc. Et puis le dernier partenariat, on va dire, en date, c'est pour ça d'ailleurs que je suis avec vous depuis l'IUT de Belfort. Je faisais un cours justement cet après-midi sur l'inégalité des chances en cours magistral et sur l'engagement étudiant en TD. Donc, vous voyez, on est tout à fait raccord. Et ben c'est une nouveauté alors sur une brillante idée de Laurent, l'idée de créer un club des cordées qui est finalement pris en main par les collégiens eux-mêmes. Et ce sont eux qui sont à l'initiative de toutes les organisations. C'est-à-dire qu'ils se réunissent tous les jeudis après-midi pendant 1 heure. Et demain matin, on va visiter l'entreprise Flex & Gate. C'est eux qui ont organisé avec le tuteur étudiant de l'IUT cette sortie-là. Ils ont déjà en projet une visite chez GE, un concert à Dijon, une visite d'un domaine viticole dans le Mâconnais. Enfin, voilà. Une ouverture totale sur tout un tas de possibles, et avec cette nouveauté que ce sont les élèves qui prennent en main l'organisation. Évidemment, on a un regard un petit peu derrière, mais alors cette année, c'est hallucinant, et la bonne idée a été d'ouvrir les cordées à partir de la classe de 4e. Parce que notre responsable du club des cordées, là, c'est une élève de 3e qui a déjà 1 année d'expérience et qui fait déjà des choses assez incroyables. Voilà, donc diversité d'expériences de terrain, c'est ce que je voulais apporter comme type de témoignage. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour ce témoignage d'un côté enseignant. Alors, il nous reste encore, il me semble, 2 témoins. Je vois Audrey qui est en bas à gauche de mon écran. Audrey, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on peut t'entendre? On te voit en tout cas. Alors moi, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous m'entendez par contre. On t'entend très bien. Parfait.
Donc, moi, je suis intervenue dans le cadre de la FEV. Donc, j'ai commencé en janvier de l'année 2018 et j'ai terminé en fait l'année scolaire à ce moment-là. Alors, au niveau du commencement de l'aventure, on va dire, en doctorat et même un peu avant, j'avais déjà envie de faire du soutien scolaire. J'avais besoin de me sentir utile. J'avais envie d'enseigner. Donc, c'était déjà quelque chose, une idée qui me trottait dans la tête, on va dire. Et il me semble que c'était à la rentrée des doctorants qu'on avait eu donc cette année-là, où on nous avait présenté un peu l'association. Et du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas en fait, tenter l'expérience avec cette association-là, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs à ce moment-là. Donc, je m'étais rapprochée de l'association. On m'avait présenté donc les différentes options. Et du coup, je m'étais engagée en me disant que bah, j'allais tenter l'expérience. Voilà. Donc, j'ai encadré cette année-là une personne, une jeune fille qui était en terminale scientifique. Donc, à la base, ce n'était pas forcément la personne que j'avais demandé. En fait, j'avais un peu peur en fait, de m'engager sur des premières et des terminales scientifiques pour une première expérience. Mais en fait, en parlant avec les référents de la FEV, on m'avait fait comprendre que justement, je n'étais pas obligée si je ne me sentais pas à l'aise dans certaines matières, de lui faire cours dans ces matières-là. Et qu'en fait, ça serait... en fait, on m'avait demandé d'essayer quand même d'encadrer et d'aider cette jeune fille. Donc, on avait convenu de faire quelques séances d'essai, où finalement, ça s'est très bien passé, donc on a continué. Alors, au niveau du concret, ce qui s'est passé, donc je l'encadrais, en fait, j'allais la voir chez elle. Donc, elle n'habitait pas très loin de chez moi, hein, c'était comme l'a dit la personne tout à l'heure qui représente l'association. Donc, j'y allais tranquillement à pied, c'était pas très très loin. On s'était donné rendez-vous le vendredi soir de 18h à 20h. De cette façon-là, en fait, ça m'impactait pas trop sur mon doctorat, vu que le vendredi, en règle générale, j'avais fini tout ce qui était manip. Parce que bon, moi, je fais une thèse dans le génie des procédés et la microbiologie. Donc, en règle générale, le vendredi soir, les expériences étaient terminées. Et elle avait fini la semaine. Et du coup, en fait, on faisait un peu un bilan de la semaine, de ce qu'elle avait vu dans la semaine, ce qui lui avait posé de difficultés. On faisait un peu de devoirs pour la semaine d'après, s'il y avait des DM, tout ça. Je l'aidais principalement sur les matières scientifiques, mais pas que. Dès qu'elle avait besoin d'aide, par exemple en français, en philo ou en histoire-géographie, et que c'était quelque chose que je me sentais... la thématique du devoir me parlait, j'avais encore des notions où j'avais possibilité de l'aider dessus, en fait, on ne se restreignait pas à certaines matières, mais c'était principalement mathématiques, physique et chimie. Et bien sûr, sciences et vie de la Terre. Au niveau de l'organisation en elle-même, c'est pareil, j'avais un référent donc, qui m'appelait plutôt, qui m'appelait, il me semble, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois pour me demander en fait si ça se passait bien, s'il n'y avait pas de problème avec l'élève ou avec sa famille. Donc moi, tout s'est très bien passé en fait pendant toute la durée de l'encadrement. L'objectif, c'était le bac, parce qu'elle était en terminale S et qu'elle avait... donc, c'était une élève qui était très sérieuse, qui avait un peu de manque de confiance en elle et qui commençait en fait à avoir des difficultés à l'arrivée de la terminale. Et en fait, c'était surtout l'aider sur les petits points qui la bloquaient, l'aider un peu à prendre confiance en elle. Et au fur et à mesure des séances, ça s'est également transformé un petit peu en question sur comment ça se passe après la terminale, quand on est à l'université. Est-ce que, par exemple, elle voulait faire du droit à l'époque? Est-ce que je connaissais des personnes qui étaient en droit? Comment ça se passait concrètement? C'était quoi la vie étudiante? Puis voilà, donc c'était un petit peu tous ces thèmes-là qu'on a abordés, de la transition entre le lycée et l'université, l'accompagnement jusqu'au bac avec surtout beaucoup de soutien moral. Rassurer un peu les parents aussi. Il y avait souvent les grandes sœurs aussi, les parents qui venaient voir si tout allait bien, si elle était sûre, si je pensais qu'elle allait bien avoir son bac, ce genre de choses-là. Et c'était des personnes très, très gentilles. Vraiment, tout s'est très bien passé avec eux.
J'étais très contente d'y aller. Pendant les vacances scolaires, on ne faisait pas d'accompagnement, on prenait chacun une pause. Et en fait, on se retrouvait chaque période scolaire, on reprenait. Il n'y a pas eu de ma part et de sa part d'interruption des 2 heures, sauf maladie ou sauf vraiment un cas très exceptionnel. Mais le créneau nous allait bien. Et après, donc nous, on s'est vraiment cantonné à ça. Il n'y a pas eu de visite. Je sais que ça se faisait, enfin, on m'avait proposé de le faire à la FEV, des sorties culturelles avec les élèves. Et nous, en fait, l'objectif, c'était vraiment le bac. Donc, en fait, on s'est vraiment concentré là-dessus. Donc, on n'a pas fait ça, mais ça aurait pu être une possibilité parce qu'on s'entendait bien, mais voilà. Et donc, quand elle a eu son bac, après, déjà, elle m'a averti qu'elle l'avait bien eu, donc j'étais contente. Et ensuite, on n'a pas réellement on n'a pas continué à échanger. Notre objectif à nous, c'était vraiment d'aller jusqu'au bac. Et après, de fil en aiguille, on s'est un peu perdu, on n'a pas continué. Ça m'aurait plu de continuer plus, mais là, je commençais à rentrer en fin d'année de thèse. Je me suis dit, bon là, je ne me sens pas de re-encadrer encore à cette période-là une personne en terminale pour aller jusqu'au bac. C'était un petit peu beaucoup pour moi. Donc, j'ai arrêté là, mais j'en garde vraiment un bon souvenir. C'était vraiment une bonne expérience. Super, merci beaucoup Audrey pour ce témoignage qui va quand même assez dans le sens de ce qu'on a entendu aussi sur l'enrichissement aussi mutuel de ce type d'engagement. Et ce qui vous rejoint, c'est quand même aussi toute cette motivation d'avoir une forme de sentiment d'utilité et de lutte aussi contre les inégalités dont on parle depuis le début. Du coup, je vais appeler à la barre notre dernier témoin. Il me semble que c'est Marion qui a manifesté sa présence tout à l'heure. Marion, est-ce qu'on peut te voir et t'entendre maintenant? Est-ce que toi, tu peux donc... Alors, il y a peut-être un petit peu une inégalité de témoignage. On a beaucoup de gens qui ont participé aux actions de la FEV. Il y a Franck qui est le représentant des témoins côté cordée de la réussite. Mais bon, on voit un petit peu quand même aussi que les expériences sont à la fois se rejoignent et parfois ont des formats et des modalités variées. Marion, est-ce que tu peux du coup... en dernier lieu, nous faire part de ton témoignage sur... toi, tu étais côté AFEV, c'est ça, tu as fonctionné avec la FEV. Dis-nous tout. Donc, j'ai été à la FEV il y a 4 ans. Donc, j'ai commencé avec Emeric. Je me suis engagée à la FEV parce que je recherchais... j'ai découvert l'accompagnement individuel en étant bénévole au Secours populaire français à Lyon. Et en venant à Besançon, j'ai recherché en fait une association qui faisait l'équivalent. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'Emeric et puis d'autres personnes qui travaillent ou qui sont bénévoles là-bas. J'ai toujours cherché ce type d'engagement, comme pour la plupart des personnes qui sont intervenues, très égoïstement pour me sentir utile, pour tisser des liens avec des gens, donner un peu de sens à la vie et puis pour me ramener un peu sur terre quand j'ai tendance à être trop dans la tête et les idées. Et donc concrètement, ce qui s'est passé lorsque je suis arrivée à la FEV, donc j'ai été mise en contact avec un jeune qui était en difficulté. En fait, moi, le lien entre la famille et puis mon intervention, je me suis beaucoup appuyée sur le PRE, le programme de réussite éducative, parce que cette famille-là bénéficiait d'un suivi et c'est un peu ce suivi-là qui a débuté mon accompagnement. Et j'ai été un peu missionnée de fait par cette référente-là pour faire de l'aide aux devoirs. Donc globalement, j'ai principalement fait de l'aide aux devoirs avec ce jeune garçon. Et puis, Quel âge avait-il, excuse-moi Marion? Quel âge avait l'élève que tu accompagnais? En quelle classe était-il? Il était en CM2. Et donc, la première année ou les premiers 6 mois, parce que j'ai dû commencer en cours d'année, on s'était mis d'accord pour se retrouver les lundis et mardis soirs. On ne pouvait pas travailler chez lui parce qu'il n'avait pas de chambre personnelle. Il y avait pas, c'était pas un environnement qui était favorable pour travailler. Et donc, on s'était mis d'accord pour que j'aille le chercher à l'école les lundis et mardis soirs. Et puis, on allait travailler à la bibliothèque du quartier. Et puis, je le ramenais chez lui après. Et donc, on a fait ça pendant toute son année de CM2. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé en 6e, on a réadapté l'accompagnement
pour que ce soit, pour que moi j'ai beaucoup, enfin, on a divisé par 2 mon temps d'intervention. Et puis pour que j'ai moins de déplacements parce que je faisais, j'avais quand même pas mal de chemin à faire entre la fac et là où il habitait. Et puis donc on s'est mis d'accord avec la référente PRE qui, elle, recherchait à autonomiser un peu le jeune et le faire sortir de Planoise. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire prendre le tram et de le faire me retrouver à la bibliothèque du centre-ville, qui était plus proche de la fac, tous les mercredis après-midi à 1 heure donnée. Donc, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Il a fallu essayer de convaincre un peu sa famille. Et puis, finalement, ça finit par se faire. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Puis, quand on a commencé à avoir un rythme assez satisfaisant, il y a eu le Covid. Donc, on a dû à nouveau réadapter complètement les modalités de suivi. Et le faire à distance, là, c'était vraiment compliqué puisque on le faisait par téléphone, en s'envoyant des photos par WhatsApp. Puis parfois, ça marchait pas puisque la famille n'avait pas forcément le forfait qu'il fallait. Bon, tant bien que mal, on a essayé de faire des choses, mais c'était quand même pas évident. L'année suivante, j'ai continué parce qu'en fait, on m'avait posé, moi, je pensais arrêter parce que j'étais en 3e année de doctorat et je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Puis finalement, c'était quand même une période qui était particulière dans la vie de ce jeune garçon qui changeait de niveau et qui devait changer de classe et être intégré à une classe SECPA. Et ça n'avait pas été le cas. Donc, on m'avait demandé d'assurer un peu la transition. Et puis finalement, je l'ai fait. Et il y a eu à nouveau un confinement et des couvre-feux qui ont fait qu'on n'a pas pu se voir. Donc, ça a été à nouveau très compliqué. Et finalement, quand les écoles ont réouvert, mais que les bibliothèques n'avaient pas réouvert, on a réussi avec son nouveau référent PRE il y a eu un arrêt. Il y a eu ça aussi. En fait, moi, je me suis beaucoup appuyée sur le PRE parce que c'était une famille qui avait énormément de difficultés. Il n'y avait pas que le jeune qui avait des difficultés à l'école, mais globalement, c'était un contexte vraiment compliqué. Et puis, le suivi PRE a arrêté à un moment donné, entre la 6e et la 5e. Et j'ai essayé d'insister pour que le suivi reprenne parce que ça n'allait vraiment pas. Et grâce à au nouveau référent, on a essayé de mettre en place l'accompagnement au collège. Et on a demandé s'il y avait possibilité qu'une salle soit mise à disposition pour que l'accompagnement puisse se faire au collège à un moment donné dans l'emploi du temps où c'était possible. Donc en fait, en termes de mise en œuvre, je me suis beaucoup adaptée. Et puis le jeune aussi, d'ailleurs, le jeune aussi, mais il y a eu, globalement, ça a été beaucoup d'ajustements et d'adaptations. Je peux pas, comme la plupart des témoignages qu'il y a eu jusqu'à maintenant, donc là maintenant l'accompagnement est arrêté, mais je pourrais pas avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose. Enfin, il y a pas eu de bac à la sortie ou de brevet ou quoi que ce soit. Et puis en fait, moi j'ai rien, j'ai rien j'ai rien d'objectif pour essayer de mesurer si mon intervention a été utile, apporté quelque chose ou pas, d'un point de vue scolaire en tout cas. Par contre, je pense que ça a quand même apporté une présence à cet enfant-là et à sa famille. J'étais un peu étiquetée, comme c'était l'aide aux devoirs que je devais faire, j'étais étiquetée, j'étais vraiment associée à l'école. Et j'ai eu du mal à sortir de ce cadre-là, même si on a fait quelques activités en dehors de l'accompagnement, en dehors de l'aide aux devoirs, je veux dire. Mais au final, bon, c'est pas grave, c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est vrai que dans certaines familles qui parlent pas forcément bien français et qui arrivent tout juste en France, ces familles-là sont confrontées à plein de gens ou très peu de gens, je sais pas. Et finalement, moi, mon rôle, pendant très longtemps, j'ai eu du mal j'ai dû réexpliquer ce que je faisais, dans quel cadre j'intervenais, et bien préciser que c'était pas un travail en fait, que c'était vraiment du bénévolat et ouais, ça c'était j'ai senti que c'était dur à identifier quand même ce que c'était que la FEV dans tout ce qui peut exister comme personnes qui interviennent dans l'aide sociale. Par contre,
enfin, je tiens à préciser que même si c'était pas donc il y a eu plein de choses très très positives dans cette expérience-là. Il y a eu des choses un peu plus compliquées, mais pour autant, j'ai toujours été soutenue par les référents de la FEV, qui sont vraiment là pour s'assurer que tout se passe au mieux et voilà. Enfin, il y a énormément de bienveillance et puis je pense que c'est primordial aussi que ça se passe comme ça. Et en termes de ressenti, bah, j'ai pas un bilan hyper positif. J'ai un bilan positif dans le sens où j'ai créé des liens avec des personnes qui sont vraiment formidables. J'en étais pas toujours convaincue, puis finalement, il y a quand même des choses qui font enfin, des petits signes qui nous montrent que les parents nous font confiance, que il y a un lien qui s'est tissé avec le jeune, que même si on a l'étiquette école, finalement, peut-être qu'il y a un lien un peu plus. Enfin, on devient quand même une sorte de repère, je pense. Et il y a des moments où je l'ai vraiment ressenti comme ça, d'autres moments où je me suis dit que ça servait complètement à rien, mais il y a quand même des liens. Donc il y a une fois enfin, où c'est le jeune qui m'a appelé pour me dire oui, j'ai des devoirs à faire pour l'école, je m'en sors pas du tout, comment est-ce qu'on fait? C'était pendant le Covid. Et à la fois, je me suis dit, bon, il m'appelle que pour les devoirs, mais d'un autre côté, je me suis dit, waouh, il m'appelle pour les devoirs, quoi. Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont assez gratifiantes. Et puis, donc, ressenti mitigé parce que je me suis quand même plein de fois sentie très, très frustrée et impuissante, en fait, parce que finalement, j'avais l'impression de me battre, enfin, de ramer et d'essayer de maintenir, enfin, mais que mon intervention enfin, se noyait dans un truc qui dysfonctionnait complètement et enfin, je me suis sentie très, très dépassée par tout ce qui marchait pas et je me pose vraiment, je me pose vraiment la question du bénévolat dans ces cas-là parce que finalement, on vient là pour essayer d'amortir enfin, je pense que la lutte contre les inégalités, c'est même si on va dans ce sens-là, c'est un combat qui est bien trop grand par rapport à ce qu'on fait et puis surtout, enfin, on n'est pas enfin, on essaye d'amortir quelque chose où il y a des moyens politiques qui devraient être mis et où il y a tout un système social à refonder et à reconstruire pour vraiment venir en aide de façon efficace à des publics comme ceux-là. Et en fait, c'est pas le cas, quoi. Enfin, voilà. Merci Marion, Laurent et Émeric, si vous voulez rebondir en 1 minute sur peut-être les témoignages et après on va peut-être laisser la place aux questions parce que le temps tourne et aux questions que vous auriez à poser à nos témoins qui sont encore là avec nous. Voilà, je vois qu'il est déjà 19h, on vous avait annoncé la fin à 19h, on va prendre peut-être encore une dizaine de minutes pour justement ce temps de questions. Laurent, Émeric, par rapport aux témoignages qui ont été faits, peut-être une réaction d'eux? La seule réaction qu'on peut faire, c'est que c'est extrêmement réaliste en fait sur la description de ce qui se passe dans nos dispositifs et ça appelle finalement peu de commentaires. On voit que c'est ponctué de réussite et puis de difficultés, mais parce que nos jeunes sont parfois en situation de difficulté, mais tout ce qu'on peut leur apporter, même dans ce dernier cas de figure avec un jeune, effectivement, avec un profil scolaire beaucoup plus délicat, ça sera pour lui en tout cas un moment clé, c'est sûr, cet accompagnement-là. Et ça en soi, c'est extrêmement positif. Et puis on voit la diversité des situations, hein, c'est-à-dire quand on parlait tout à l'heure d'adapter aux situations, au profil de l'étudiant et sa volonté, et puis au profil de l'élève ou du groupe accompagné, on voit bien qu'il y a matière, en fait, effectivement, à orienter au mieux pour que les gens se sentent dans le domaine d'activité qui leur convient le mieux. Voilà. Mais merci à vous, merci pour ces témoignages très instructifs et puis pour votre engouement, en fait, sur les sujets qui a été ressenti de manière très nette. Oui, vraiment un grand merci pour votre engagement et pour votre témoignage ce soir. Moi, je vais juste rajouter que je crois que c'est vraiment très compliqué de pouvoir voir l'impact de ce type d'engagement. Qu'est-ce qu'on a permis, qu'est-ce que ça nous a apporté, de le voir dans le temps aussi. On a beaucoup parlé évidemment avec Marion
à l'époque. Merci d'ailleurs pour toutes ces années. C'est quand même assez l'abnégation pour cette situation pas facile et en même temps, du coup, cet accompagnement, on ne sait pas quand ça germera. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que pour tous les jeunes et pour tous les étudiants qui s'engagent dans ce type d'action, à un moment donné, c'est déjà le message que s'engager, c'est possible, que la solidarité, ça existe, et que ça, à un moment donné, de toute façon, ça va faire son chemin dans la tête de tous ceux qui ont été concernés par ça, aussi les grands frères, les petits frères, les petites sœurs, les parents, les camarades de classe qui ont entendu parler de ça. Et ça, enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment énorme. Et puis, c'est dommage parce que Céocène n'est pas là ce soir pour nous en parler, mais Céocène, c'est la jeune que j'ai accompagnée quand j'étais étudiant. Elle était en CM2. Maintenant, la deuxième année de fac, il a fallu, je sais pas, 5 ou 6 ans pour qu'elle exprime ce qui s'est passé dans l'accompagnement et ce que ça lui a apporté. Voilà, enfin, bref. Donc j'ai la chance de l'avoir encore et elle peut maintenant me le dire. Il y a tellement de jeunes qu'on ne voit plus et on ne sait pas ce que ça apportera. Moi, je suis convaincu que de toute façon, on a une petite graine qui, à un moment donné, va germer et va produire des choses. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vraiment merci à toutes et à tous. Est-ce que vous, participants, vous avez des questions à poser? Là, c'est le moment parce qu'on va bientôt devoir clôturer cet afterwork. Donc ça, c'est vraiment le moment du temps de questions. Si vous avez des questions sur voilà, les activités, le ressenti, je crois que quelqu'un est en train d'écrire quelque chose, Nourane. Oui, je vois François-Claude Ray qui Alors François-Claude, tu es arrivé en retard, mais tu peux tout à fait prendre la parole vu qu'on n'est pas très nombreux. Donc si tu préfères t'exprimer directement, c'est possible. D'ordinaire... Ah bah voilà. Nourane, je te laisse poser la question. Oui. Alors François-Claude nous demande, que diriez-vous pour attirer la participation d'autres doctorants? Comment est-ce qu'on convainc les doctorants peut-être de s'engager dans ce type de dispositif? Et moi, je me dis que ça peut peut-être être un peu effrayant quand on mène sa thèse, de devoir en plus s'engager à côté dans l'accompagnement de jeunes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux doctorants? En tout premier lieu, c'est quand même une sacrée aventure humaine qui permet de développer des compétences transversales qui sont reconnues. C'est-à-dire que je crois que dans notre monde aujourd'hui, de s'engager socialement, de s'engager solidairement, de s'engager citoyennement, c'est quelque chose qui est recherché dans l'entreprise. Donc déjà en soi, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de développement personnel et professionnel au bout du compte. Donc ça c'est une toute première chose. C'est certain. Et puis voilà le temps qu'on consacre à ça, finalement au total, sur une année, s'il fallait le chiffrer à peu près approximativement, c'est une 30aine d'heures hein, au total. C'est-à-dire que les doctorants sont un petit peu formés, c'est comptabilisé dans le temps dans le temps qui est consacré à cette affaire. Il y a des temps de bilan qui sont faits, c'est comptabilisé aussi. Et oui, puis, je vais en parler juste à la fin. À la fin, ouais, j'en parlerai. Au bout du compte, il y a un schéma, voilà. Et finalement, la satisfaction qu'on en retire personnellement, Aymeric l'a dit, les autres, voilà, les collègues qui sont intervenus sur les différents sujets l'ont dit. Moi, pour ma part, j'ai été enseignant en zone violence, hein, et notamment à la Courneuve, avec des jeunes qui avaient énormément besoin. Ce sont les meilleures années de ma vie, en fait, de professeur, d'enseignant. Et c'est là vraiment qu'on réalise à quel point, quand on s'engage, c'est important pour les autres. Et ça fait partie aussi des meilleurs souvenirs qu'on peut avoir parce qu'on a trouvé du sens dans ce qu'on a fait. Donc un peu, voilà, égoïstement, on développe des compétences et on se vendra mieux sur le marché du travail. Et puis personnellement, on va quand même se faire plaisir sur des dimensions très, très sociales. C'est ce que je dirais là, très franchement et très librement sur ce sujet-là ce soir. Est-ce que vous avez envie de rebondir les autres?
J'y rajouterais bien que c'est aussi une telle diversité de formes d'engagement possible, individuelles, collectives, chaque semaine ou plus ponctuelles, à distance ou en présentiel, que chez nous ou ailleurs, hein, vous trouverez une forme d'engagement qui corresponde à vos disponibilités, à vos envies. Donc voilà, je pense, enfin, moi, m'être engagé à un moment donné auprès de Saucen et de sa famille, ça m'a changé, enfin, ça m'a bouleversé et je suis plus du tout le même, quoi. Donc voilà, enfin, essayez de vivre une aventure d'engagement, si ça n'a pas été votre cas encore aujourd'hui. Voilà, encore une fois, chez nous ou ailleurs, on n'est pas en train de vendre notre truc. C'est ce dont on parle le mieux, évidemment, mais voilà. Franck, tu souhaitais intervenir aussi? Ouais, bah, juste pour moi, c'est vraiment une histoire de potentiel, en fait. C'est le maître mot pour attirer les autres doctorants. C'est tout ce qui est possible et tout ce que vous pourrez y gagner personnellement, mais tout ce que les autres pourront y gagner. Moi, j'ai pas tellement insisté dessus, mais j'ai eu que des retours positifs. Alors, du noyau d'élèves qu'on a intéressés. Donc, c'est vraiment une histoire de potentiel pour moi. Je rebondis de mon côté sur les compétences parce que vous savez bien que c'est ma marotte, moi, en tant que chargée de la valorisation du doctorat, j'essaye de mettre en visibilité les profils de docteurs et je l'ai dit rapidement en début de séance, mais ces 2 programmes, on vous les présente. Il y en a sans doute plein d'autres, Aymeric, tu en as parlé, il y a plein d'autres moyens de s'engager bénévolement. On vous les présente aussi parce qu'ils sont intégrés dans le catalogue d'offres de formation doctorale transversale. Je vous fais d'ailleurs un tout petit, si jamais ça vous intéresse, je vais juste partager mon écran pour vous montrer comment trouver les 2 programmes si jamais à un moment vous avez développé un intérêt, que vous avez envie de vous inscrire. C'est proposé dans le cadre des formations, donc vous pouvez vous inscrire sur ces dispositifs-là pour votre plan individuel de formation. Donc, je le partage en 1 seconde pour vous montrer. C'était pas ça, évidemment. Hop, tac, non. Je reviens en arrière, je sais plus comment faire. Ah, tac, voilà. Vous me voyez là, vous voyez ce que je fais. Tac, je reviens. En fait, vous allez sur le site du collège doctoral, dont vous avez sans doute entendu parler. Vous allez dans formation doctorant et vous pouvez avoir accès à l'offre de formation transversale, soit sous la forme d'un catalogue papier, mais pour vous inscrire, vous allez ici. Et là, vous pouvez retrouver nos 2 programmes dans culture scientifique internationale et valorisation. Et là, vous retrouvez les sessions de formation et voilà, tout ce qui est proposé à Dijon, à Belfort, Besançon, Montbéliard, Vesoul, pour l'accompagnement d'élèves en difficulté issus de quartiers prioritaires. Donc là, c'est plutôt les actions de la FEV, hein, il me semble, Aymeric, je ne dis pas de bêtises, et l'engagement solidaire spécial cordée de la réussite. Une fois que vous cliquez, vous avez le descriptif de la formation, tac, 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 avec les objectifs, le programme, ça vous donnera vraiment les indications. On va peut-être remettre le lien vers le site du collège doctoral, Laurent, si tu veux bien, dans le chat, comme ça vous êtes directement au courant. Et là, vous avez les sessions de formation dont parlait Laurent et Aymeric, où il y a des moments où en fait vous êtes ensemble, toutes les personnes qui se sont inscrites, avec un moment de brief. Hein. C'est comme ça que ça se passe, Aymeric et Laurent. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est tout à fait ça. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous inscrire comme vous le faites pour toutes les autres formations. J'imagine que ça, vous avez l'habitude, mais j'avais envie de vous montrer comment y accéder parce que c'est vraiment dans communication scientifique internationale et valorisation qu'on le trouve. Parce que justement, et c'est là où je voulais en venir par rapport aux compétences que ça développe, moi j'avais envie de vous dire par rapport à votre profil, évidemment, le fait de s'engager pour la lutte contre les inégalités est déjà une fin en soi pour ce type d'engagement bénévole, mais vraiment aussi pour monter en compétences, ce type d'engagement peut être vraiment intéressant. Ça a été dit, pour monter en compétences en termes d'enseignement et de vulgarisation, s'adresser à différents types de publics, c'est une compétence qui est hautement recherchée dans tous les secteurs, que ce soit académique ou extra-académique après la thèse. La capacité d'écoute que ça développe, puisque pour pouvoir vulgariser et s'adresser à des publics variés, vous allez devoir être à l'écoute des besoins qui sont exprimés par les élèves.
Le réseau, tu en parlais Franck, effectivement, vous êtes au contact d'autres acteurs socio-économiques, l'éducation nationale, enfin voilà, ça peut aussi cultiver votre réseau, vous donner un horizon possible différent que celui aussi de votre laboratoire. Et puis, souvent, en thèse, on a un peu la tête dans le guidon. Ça peut aussi permettre de sortir un petit peu, de prendre du recul. Comme le disait aussi Marion, c'est-à-dire des fois se décentrer et puis prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui nous arrive, ça peut être intéressant. Et évidemment, ce sentiment d'utilité dont on a parlé, ça peut permettre... Alors, parfois, ça peut être frustrant, comme le disait Marion, mais ça peut aussi vous permettre de redorer un peu votre estime de vous-même, de vous sentir utile. C'est aussi un moment intéressant pour votre estime de vous-même. Et des fois, on en a besoin en doctorat aussi de savoir se rassurer sur ce qu'on peut faire. Donc, j'avais juste envie de dire ça, mais je laisse la place à d'autres questions qui pourraient être posées à nos intervenants. N'hésitez pas, c'est encore le moment et après, on se laissera. Nouran, tu es en train de nous écrire un petit truc. Peut-être qu'on va vous poser des questions si vous n'en posez pas alors, pour conclure. Pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à lever la main aussi, si vous n'êtes pas obligé d'écrire dans le chat. Et puis, s'il n'y a pas de questions, peut-être nous, on peut poser cette... Alex qui lève la main. Ah, Alex. Vas-y, Alex, on t'écoute. Oui, alors moi, je me posais juste une question par rapport à, encore une fois, à cette notion d'enseignement, hein, plus que d'accompagnement extrascolaire, entre guillemets, mais au vu des difficultés qu'ont les élèves dans le cadre classique de l'éducation, en fait, à revenir dans le bain à chaque rentrée scolaire, etc. Je voulais poser la question à nos chers amis, Laurent et Émeric, savoir si éventuellement étendre ce programme sur les vacances d'été, en fait, avec des sessions peut-être de groupe ou des choses qui sortent un peu du contexte associatif, 2 heures par semaine, etc. Mais comment dire, l'exprimer peut-être sous forme d'un mini-stage, 3 jours dans la semaine à la suite, où on fait des activités pédagogiques en lien avec l'éducation, en fait, pour ne pas perdre le fil, en fait, au cours des vacances, pour éviter les décrochages justement à ce moment-là. Alors ça, je peux brièvement en parler parce que il y a des dispositifs qui existent, qui sont notamment le dispositif vacances apprenantes, hein, en fait, au niveau de l'éducation nationale. Et ces vacances apprenantes sont exactement de cette forme-là, c'est-à-dire que sur les petites vacances, donc durant l'année scolaire, les établissements scolaires, hein, sur la base du volontariat de l'équipe pédagogique, mettent en place en fait, en lien avec des acteurs, des partenaires extérieurs, mettent en place en fait des jours de continuité pédagogique pour aider les élèves en fait à reprendre le fil de quelque chose. Et ça se passe aussi durant l'été. Donc en général, c'est soit sur le début du mois de juillet, soit sur la fin du mois d'août, où il y a ces vacances apprenantes, et des partenariats peuvent être construits avec des étudiants, avec des partenaires de l'école. Voilà, donc ça existe, et je ne sais pas si Émeric vous participez sur ces schémas-là, mais ça existe. Alors c'est pas assez développé, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font, ou de lycées ou de collèges, mais il y en a. C'est pas systématisé, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, je vois, je comprends. Parce que c'est vrai que, juste pour compléter ma question, je pense, pour l'avoir vécu, et là je rapporte ça peut-être plutôt à cette notion comment s'appelle, de parcours individuel, de plan individuel de formation au sein du doctorat. En fait, pour nous les doctorants, moi j'ai vécu quelque chose en chimie, en tout cas. On nous oblige à participer à des conférences ou des formations sur l'éthique de la recherche. Et très, très, très souvent, l'éthique de la recherche regroupe quasi exclusivement de l'éthique en médecine. Et en fait, le problème, c'est que dès qu'on n'est pas médecin, ces formations ne servent plus à rien, en fait. Et c'est vrai que, vu que sur un plan peut-être un peu plus global, l'enseignement est quand même, l'enseignement et l'éducation est un peu le maître mot de la continuité des différentes générations à venir, en fait, tout simplement. Laisser le choix
en parler, bon ça c'est en lien avec les écoles doctorales bien sûr, mais laisser le choix entre participer à ces cours sur l'éthique ou alors avoir des choses qui soient plus tournées sur l'enseignement, qui sont en fait tout aussi importantes, voire peut-être même plus au vu des générations à venir en fait, à mon sens. Et c'est vrai que du coup, je me posais la question si vous, en tant qu'intervenant de ces associations-là, vous aviez déjà eu cette idée, cette pensée ou même ce projet en fait. Je me posais cette question. Je ne vais pas du coup dire grand-chose parce que nous, les interventions étant par les étudiants, on invite les étudiants à continuer le lien le plus longtemps possible avec le jeune, mais bien souvent, il y a au mieux quelques échanges pendant l'été, mais l'accompagnement s'arrête avant l'été ou se réduit s'il doit continuer une année suivante. Voilà, ça se fait peu, ça existe, mais ça se fait peu chez nous. Et effectivement, il y a des associations qui travaillent sur ces vacances apprenantes. Nous, c'est moins notre cas, pour la raison que je viens de citer, mais effectivement, les 2 mois sont souvent compliqués pour le retour ensuite en septembre en classe, quoi. Peut-être sur une des compétences, mais c'est pas hors sujet, mais c'est en lien avec ce qui a été dit. 10 minutes, hein. Je vois le temps qui tourne, je me permets. Il y a quand même aussi, et ça peut intéresser Alex, c'est l'idée quand même aussi sur ces dimensions-là, les étudiants qui participent développent forcément une bonne connaissance du système éducatif. C'est-à-dire qu'il y a une immersion dans un collège, dans un lycée, il y a des rencontres avec des équipes éducatives, des proviseurs, des principaux, éventuellement des inspecteurs. Puisqu'il y a cette formation qui a lieu. Et c'est l'opportunité pour toucher à la pédagogie et à la didactique, hein, puisque vous êtes en confrontation avec des gens comme Laurent Desplanques qui était là tout à l'heure et qui a des réflexions très abouties sur le sujet pédagogique et didactique. Donc c'est aussi un intérêt que vous pouvez trouver dans nos dispositifs, c'est certain. On va malheureusement devoir peut-être s'arrêter là, à moins qu'il y ait quand même encore une ou deux questions de la part des participants. Ah, on a une question. C'est toujours Alex, non? Ou pas? Oui, je crois que c'est Alex qui avait un question. J'avais pas baissé la main, pardon. Est-ce qu'il y a des questions encore parmi les participants pour nos interlocuteurs? Si ce n'est pas le cas, on peut peut-être nous vous proposer une ultime question pour clôturer cette session d'Afterwork qui était très enrichissante. On espère que ça vous aura éclairé sur ces 2 dispositifs, mais plus largement sur l'intérêt de l'engagement bénévole auprès des élèves. On espère avoir, nous aussi, fait germer des graines dans vos têtes. Noran, est-ce que ça te tente? Une petite question sur justement peut-être vos motivations à vous lancer? Écoute, ouais, on va vraiment se dépêcher parce qu'on a quand même pas mal dépassé. Sinon, on arrête. C'était comme ça, histoire de terminer, de vous laisser une ultime fois la parole à vous, participants. Écoute, très rapidement, peut-être une petite question sur quel type d'action vous intéresse. Je vous remets le lien WooClap et puis je vous lance la question tout de suite. C'est un petit sondage, en fait, pour savoir... non, je vais vous poser une autre question, en fait. Je n'ai pas lancé celle que je voulais. On en avait préparé plusieurs, en fait. Sur le type d'accompagnement, voilà, c'était celle-là. Et du coup, il faut que je vous repartage mon écran. Voilà. Donc là, on vous a mis un peu une petite sélection en fait des grands types d'accompagnement qui sont proposés par les Cordées et la FEB. Voilà, voir un petit peu dans quoi vous vous sentirez le plus à l'aise, qu'est-ce qui vous attire le plus. Vous pouvez répondre plusieurs fois hein, si vous voulez. C'est juste pour faire un petit tour de table, un petit sondage. On sent qu'il y a une forte motivation côté scolaire, côté accompagnement et soutien scolaire. Voilà. Bon, merci à tous pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Écoute, je vais terminer par partager la dernière slide pour clôturer cette séance avant de remercier tout le monde et de vous libérer.
Juste pour vous dire, à l'issue de cet événement, on va vous distribuer, enfin vous envoyer par mail un questionnaire de satisfaction pour savoir un petit peu comment vous avez vécu aussi ce moment-là. Nous, on a passé un bon moment en tout cas. Mais la question, c'est toujours la même chose, je ne sais jamais comment faire pour avoir accès à mon PowerPoint. Vous le voyez, vous le voyez. Et là, voilà, j'avais juste envie de vous dire, voilà, un questionnaire de satisfaction va vous être envoyé. On vous remercie d'avance de le remplir parce que ça nous aide, nous, à améliorer notre manière d'animer, de programmer ce type d'événement carrière. Il y a un prochain rendez-vous qui vous est proposé dans le cadre de notre série d'Afterwork Digital que certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle Voix de docteur. J'en ai parlé un peu au début. Ce sont 2 docteurs en poste qui témoignent de leur parcours professionnel. C'est vraiment un objectif de vous donner un petit peu un éventail des possibles après votre thèse pour vous inspirer, vous montrer un petit peu tous les parcours qui peuvent exister après la thèse, qui sont parfois très atypiques. Donc la semaine prochaine, ce sera le jeudi 25 novembre à 17h30, donc même heure. Ce seront Christina et Yannick qui interviendront et qui ont 2 postes très différents, mais qui sont tous les 2 docteurs en sciences humaines et sociales et qui ont vraiment eu des parcours assez variés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne vous êtes pas déjà inscrit à cet événement. On vous attend nombreux, c'est toujours aussi riche. Il y a toujours un partage généreux et varié aussi. Chaque parcours est différent, chaque parcours est unique. Moi, il me reste à remercier tout le monde, toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu des témoignages. Vous avez été très nombreux à nous dire oui, et c'est vraiment sympa. Et on est content parce qu'on avait envie de mettre en lumière ces 2 beaux projets. On leur souhaite longue vie. On espère que tout le monde aura été emballé et se ruera pour vous contacter et participer à votre programme. Merci à toutes et à tous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour le 25 novembre. Nous, on va rester avec nos intervenants encore quelques minutes pour faire un petit débrief et puis on vous laisse le soin à vous participants de vous déconnecter. Sinon, on le fera pour vous. Si vous avez envie de rester pour les témoins, n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.